Culture Soccer. Bonsoir, nous voilà de nouveau à votre rendez-vous hebdomadaire de CS à l'érable. Très content d'être là. Adi Raphaël, un de vos animateurs. Je suis rejoint comme d'habitude par mon compère, Monsieur Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut Eddie, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Écoute, de semaine en semaine, on a des nouvelles qui nous tombent sur la face. Et c'est ridicule parce qu'à chaque fois, on doit changer notre programme un peu en dernière minute pour s'adapter aux nouvelles qui viennent un peu de partout dans l'univers du soccer canadien. Puis cette fois-ci, on s'est dit, OK, c'est le moment d'inviter quelqu'un qui est quand même assez impliqué dans le soccer canadien en général. Vous l'avez sûrement écouté pour ceux qui sont bilingues ici lors du podcast The Scrum. Mais aussi, c'est aussi le correspondant montréalais pour Pro Soccer USA. On accueille aujourd'hui Tristan D'Amour. Salut Tristan, ça va bien aujourd'hui? Salut les gars. C'est toujours un plaisir de parler en français dans ma langue maternelle. Vraiment content de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. On avait vraiment hâte. En fait, tu étais sur notre liste d'invités depuis avant même le premier épisode de CS à l'érable. Donc, voilà, on est très content qu'on ait pu t'inviter aujourd'hui. Ben, déjà, ça doit te faire du bien de parler en français parce que, comme tu le dis, on te connaît tous un peu plus qui écrit en anglais puis qui parle plus en anglais sur les podcasts. Est-ce que tu trouves ça un peu bizarre de t'exprimer en français? Je sais que tu as fait une apparition sur Coup franc la dernière fois avec Mathias Van Nys et Éric Chenois, mais t'as pas l'habitude en fait de faire ces podcasts en français. Comment ça se fait cet intérêt-là? Est-ce que c'est nouveau ou ça fait longtemps que tu voulais le faire? Mais premièrement, mon Dieu, je suis choyé d'avoir été sur votre liste dès le début du podcast. Ça me fait chaud au cœur. Mais moi, en fait, c'est ça. Moi, je suis québécois d'origine. J'ai fait tous mes études en anglais. Donc, moi, je suis plus confortable. Si vous me suivez sur Twitter, je suis plus confortable à écrire en anglais. Et mais je vais vous dire, j'ai des plans dans mes manches, j'ai des trucs dans le derrière de la tête. Vous allez me voir écrire en français dans un futur plus rapproché que vous pensez. Oui, on a vraiment hâte de voir ça. En tout cas, c'est ça. Ça va être super intéressant, en tout cas, de te lire aussi en français dans la langue de Molière. Ben écoutez, on va commencer directement cet épisode parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de choses à dire. On va commencer en premier par, bien évidemment, ce qui est tout le temps au haut de la liste, c'est bien évidemment la Première Ligue canadienne, la finale, le match de retour qui s'est joué à Calgary entre le Cavalry FC et le Forge FC. Daniel, ben, je te laisse commencer parce que je me rappelle plus de nos pronostics, mais je pense qu'on disait tous les deux comme quoi c'était Forge qui allait l'emporter, si je me rappelle bien. Donc, je pense qu'on avait raison tous les deux, hein? Effectivement, on avait gagné tous les deux. On avait raison tous les deux, mais pas sur le score du match. Non, vraiment pas. Loin de là. Ben, pour le match en tant que tel, le 11 partant nous avait beaucoup surpris là, avec un 4-3-3 de chaque côté, avec quelques changements. On savait qu'on allait avoir droit à un match offensif. Et à ce niveau-là, on n'a pas été déçus. Là où on a été déçus, c'est encore une fois pour le nombre de buts marqués. Mais malheureusement ou heureusement, le Cavalry n'a pas été capable de briser les verrous de la défense du Forge FC. Tout le match. Il y a eu la tête de Malonga. Pour moi, c'était la plus belle occasion du Cavalry pendant le match. Sinon, j'ai pas besoin de vous refaire la fin de match crève-cœur pour le Cavalry qui voulait un penalty. Et là, sur la contre-attaque, on a Cissé qui passe à Chouanière. Et là, Chouanière qui contrôle la balle et on a l'impression qu'il va peut-être la manquer. Mais il réussit à contourner parce que Carducci a fait une très belle sortie. Il l'a fait douter, j'en suis sûr. Et Chouanière qui marque le but gagnant, mais qui conforte. Et là, on sait que à ce moment-là, le Cavalry était sûr que c'était fini pour de bon. Et tout le stade d'un côté, les fans du Cavalry qui ont eu l'arbitre et l'équipe adverse. Et le très beau moment qu'on a vu avec les joueurs de Cavalry, de Forge, surtout Anthony Novak, qui sont allés avec les fans du Barton Street Battalion, qui sont allés célébrer avec eux. Les fans qui se sont approchés du terrain. Ça, c'est bien que ce terrain-là permette ce genre d'intrusion. Ça a été vraiment tout un moment.
Mais je dois reconnaître que j'étais un peu triste que le Cavalry termine comme ça sans être capable de marquer pendant 180 minutes contre le Forge FC. Ouais, c'était vraiment très surprenant. Toi, Tristan, est-ce que tu t'attendais à ce genre de résultat-là? Ben, c'est sûr, on a vu que lors du match aller, Forge était au-dessus du Cavalry à domicile. Mais est-ce que tu t'attendais que dans ce match retour-là, est-ce que tu t'attendais à ce genre de score ou tu t'attendais à un peu plus de réalisme offensif du côté du Cavalry? Moi, je vais être honnête, j'ai été déçu un peu de la finale. Je m'attendais à des buts, honnêtement. Et le but de David Choinière à la dernière minute, ça m'a un peu mis sur ma faim. Je me suis dit, bon, au moins il y a un but, mais je me suis dit, mon Dieu, tu sais, c'est le 100e match de la CPL, c'est le paroxysme, c'est là où on va lever le bouclier pour la première fois. Et ça va finir sur un 0-0. Je me dis, ça se peut pas. J'étais assis sur mon divan, je comprenais rien. Honnêtement. Mais au moins, il y a ça. Au moins, c'est ça. Forge qui gagne. Au début, on se disait dans les grandes lignes que c'était le match-up à avoir, Forge contre Cavalry. Au début, moi, je pensais que Forge allait gagner depuis le début. On a vu Cavalry vraiment tout rafler, mais c'est ça, encore là, sur une finale, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai été bien content de revoir Tristan Borges, pas par chauvinisme, mais bon. Mais tu sais, quand on regarde la feuille de pointage, on voit 14 tirs tentés, seulement 2 cadrés pour Cavalry. Ben, tu te dis, ben, il ne méritait pas de gagner. Je partage un peu l'opinion de Kurt Larson sur le panel de fin de match de One Soccer qui disait, ben, Cavalry la méritait pas. Cavalry la méritait pas, à mon avis, non plus. Ouais, effectivement, je pense que Cavalry ne méritait pas à Calgary, ne méritait pas à Hamilton, bien évidemment. Pourtant, c'est un peu bizarre tout ça, mais on en parlera un peu plus tard. Pour revenir à ça, moi, j'aimerais souligner l'exploit de David Choinière, parce que David Choinière, c'est vrai, n'est pas titulaire en puissance du côté de Forge FC, et loin de là, malheureusement. C'est sûr, bon, il y a de très bons joueurs qui sont là à sa place, mais par contre, David Choinière a marqué dans presque toutes les compétitions dans lesquelles il a évolué. Donc, il a marqué en CanPL, il a marqué en CONCACAF League, et il a marqué dans la finale de la CanPL, donc dans la fameuse finale. Par contre, il n'a pas encore marqué dans le championnat canadien, mais ça ne serait que venir. Et ça me rappelle un peu, pour ceux qui suivent un peu le soccer européen, ça rappelle un peu Pedro avec Barcelone, qui avait marqué dans 6 compétitions en une année. Bref, est-ce que pour vous, David Choinière, c'est le Pedro de Forge FC, hein? Vous pensez quoi, vous, Tristan? Tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est beau de voir un joueur qui n'a pas pu faire son trou à l'Impact de Montréal? C'est beau de le voir là, dans CanPL, performer dans CanPL, et finalement, c'est le but de la CanPL, n'est-ce pas? Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai été vraiment déçu de ce qui est arrivé avec David Choinière au début de l'année, qu'on s'était fait dire que Rémi Garde lui avait offert un contrat, mais c'était un contrat où il allait probablement ou très très probablement se retrouver à Ottawa. Il a décidé de prendre son sort dans ses propres mains. Il va à Forge où clairement c'est pas une situation où il est tout donné. Tu vois, c'est quelqu'un qui sort du banc souvent, mais c'est quelqu'un qui aide énormément. Donc moi j'ai aimé le fait que David a compris un peu c'était quoi son rôle pour le début de l'année avec Forge. Et j'ai été très content pour lui de le voir soulever le trophée. Je suis très content, mais il y en a aussi beaucoup des jeunes de l'Impact de Montréal qui se sont trouvés en CPL cette année. Un des noms qui me saute à la tête en ce moment, c'est un gars comme Louis Belangoyette qui a fait son petit bout de chemin à Winnipeg. Je pense que ces 2 joueurs-là ont trait sur différentes plateformes, par contre, mais je trouve que c'est ça, c'est très beau à voir. C'est exactement à ça que ça sert la CPL aussi. Exactement, et en fait, c'est drôle parce que Daniel et moi, et puis bien évidemment notre autre expert sur Culture Soccer, Alex Rupert, on avait choisi dans notre 11 de départ de la CanPL, Louis Belangoyette était parmi les choix. Malheureusement, il n'a pas fait le cut, comme on dit, pour être dans les 2 milieux défensifs ou milieux centraux de notre formation en 4-2-3-1, mais n'empêche, il était là, il était nommé, c'était un des joueurs qui nous avait beaucoup impressionné. C'est sûr, David Choinière n'a pas
pas pu être dans ce 11-là, parce que comme on l'a dit, il n'est pas titulaire. Mais je pense que ça tardera pas. En tout cas, l'année prochaine, ça m'étonnerait de le voir sur le banc. En tout cas, tu en penses quoi, Daniel? Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour David Schwanner en tant que titulaire avec Forge FC en 2020? Moi, je suis pas mal sûr que lui on va devoir lui assurer une place de titulaire parce que là, il a montré qu'il avait le niveau. Moi, comme je l'avais dit plusieurs fois dans le podcast, je trouvais ça un peu dommage qu'il n'avait pas eu sa place de titulaire assurée en début de saison. Mais en même temps, le Forge FC est une équipe ambitieuse, donc c'est normal qu'ils veulent de la profondeur. Et il arrivait, il connaissait pas grand monde. Puis il a quand même signé après plusieurs joueurs confirmés. Donc c'était pas évident pour lui, mais il a été patient. Puis il a commencé à attendre, à gruger des minutes par-ci, par-là. Et à faire des bonnes rentrées. Parce que souvent, quand il rentrait, il était quand même décisif. Il a fait des passes décisives, des buts. Donc, je suis content pour sa progression, mais c'est sûr que l'année prochaine, il va falloir qu'on lui assure une place de titulaire. Je veux dire, il n'aura pas tout cuit dans le bec, mais au moins surtout que là, les équipes n'ont pas beaucoup de profondeur cette année. Là, peut-être qu'on avait des doutes sur sa forme physique, mais là, je pense qu'il est en forme, il est capable de tenir. Il a fait des bons matchs de 90 minutes, il a fait des bonnes rentrées. Je pense qu'il peut avoir sa place de titulaire dans pas mal toutes les équipes de la CPL. C'est sûr que Cavalry et Forge avaient des très bons milieux de terrain et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas été titulaire dès le début. Mais moi, je pense que l'année prochaine, il faut qu'il ait sa place de titulaire, que ce soit à Forge ou ailleurs. Mais s'il veut gagner des trophées, c'est peut-être à Forge que ça va se passer. En tout cas, on en reviendra bien évidemment un peu dessus un peu plus tard dans l'épisode. Mais juste rapidement comme ça, toi, Tristan, tu penses qu'il a quand même gagné ses lettres de noblesse pour à moins mériter une place de titulaire si c'est pas à Forge, mais autre part en CanPL, n'est-ce pas? Ben, sûrement si le fait qu'on va probablement voir Tristan Borges quitter Forge, je pense qu'un gars comme David Chouanière serait capable de se lever et d'assumer une place de titulaire, tout dépendamment. Encore là, je suis pas dans le front office de Forge, mais quand même, je verrais un gars comme David Chouanière être capable d'avoir plus de minutes l'année prochaine et de pouvoir jouer plus longtemps pour les champions en titre. Parfait. Donc, on va passer à un autre segment parce qu'on a parlé de cette finale. Bon, Forge FC, premier gagnant de l'histoire de la CanPL. C'est quand même énorme, c'est historique. Mais il y a plusieurs choses qui ont été historiques. C'est que il y a eu plusieurs questions qui sont sorties après cette finale-là parce que est-ce que c'est vraiment le format le plus adéquat pour une ligue canadienne? Je comprends et on en a parlé déjà sur CSL Érable, il y a eu plusieurs discussions qui ont été faites sur le net aussi, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, du fait que oui, le format, c'est peut-être pas l'idéal avec cette saison-là du printemps, avec la saison d'automne et avec une finale. Et quand on voit que les deux championnats, que ce soit celui du printemps et celui d'automne, ont été gagnés par Cavalry FC, puis finalement, c'est pas eux qui sont champions. C'est quand même vraiment un peu spécial et selon moi, en tout cas, je vais être un peu difficile, mais un peu ridicule parce que c'est une équipe qui a dominé toute la saison, toutes les équipes, à part Forge FC où c'était serré. N'empêche, c'était eux qui ont fini premier des deux classements. Je trouve ça un peu spécial et ordinaire de voir en fait Forge FC sacré champion. T'en penses quoi, toi, Daniel? Eh bien, c'est sûr que moi, je n'étais pas très d'accord avec le fait que Forge FC devienne champion malgré que le Cavalry a gagné automne et hiver. Printemps et automne, pardon. Mais en contrepartie, le Cavalry savait ce qu'il attendait et savait dès le 1er juillet qu'ils étaient sûrs d'aller en finale. Et ils ont quand même décidé de jouer à fond jusqu'à la fin de la saison. Et c'est tout à leur honneur. Mais on dirait qu'ils n'ont pas été capables de gérer la pression d'une finale. Et pour ça, le Forge mérite sa place. En contrepartie, c'est sûr que moi, le format, je me rends compte qu'il n'est pas très approprié parce que le format de séparer la saison en deux, c'est bon quand il y a un break entre les deux. Mais là, si on enchaîne la semaine suivante, il n'y a pas de mercato, il n'y a rien entre les deux, ça perd un peu de sa pertinence quant à moi. Après ça, quel format? Je pense qu'on pourra philosopher là-dessus
dans les prochains mois, qu'on saura combien d'équipes on aura l'année prochaine, mais je suis un peu sceptique. En grande partie, c'était parce que les deux formats étaient pas équivalents, étaient pas symétriques. Mais bon, dans l'ensemble, au final, pour les gens qui aiment bien le concept d'avoir une finale à la fin avec un match avec enjeu, ils ont été servis. Mais comme l'a dit Tristan, c'est pas été extraordinaire comme match. Tu sais, le climat aidait pas non plus. C'était pas fameux. Exactement. Et toi, Tristan, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu nous rejoins de ce point de vue-là par rapport au format ou ce qui est un peu bizarre? Est-ce que tu trouves qu'il est légitime? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'améliorer ça? Et quel serait ton avis par rapport à tout ça? Ben moi, sur un premier temps, j'ai aucun problème d'avoir une équipe comme Forge FC qui gagne un championnat dans le contexte où on dit ben c'est les deux meilleures équipes. Parce que si tu regardes sur la saison d'automne, Forge est vraiment pas très loin de Cavalry. Mais sur ce que Daniel disait aussi, le fait que la saison d'automne et la saison de. Je comprends absolument rien. Je l'ai pas compris, moi, pourquoi il y a 10 matchs à la saison de printemps et 18 dans la saison d'automne. Si je peux me permettre, Tristan, il l'avait expliqué au début, c'était parce que il voulait vraiment que ça se termine pour La fête la du fête du Canada. Canada. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait puis aussi parce qu'initialement, ils comptaient qu'elle allait avoir 8 équipes. Donc, il fallait qu'ils avaient déjà promis au club qu'ils allaient pouvoir avoir 14 matchs à domicile. Donc, il a fallu faire le calendrier à 7 équipes comme s'il y en avait 8. Donc, OK. Donc, c'en est un aussi. Mais encore là, c'est ça. Moi, j'ai pas tant un problème de voir les deux meilleures équipes se prendre un contre l'autre. Après, tu vois, tu dis, bah, si. Moi, c'est ça. Comme vous dites, j'ai pas de problème à voir Forge gagner le championnat. C'est une équipe qui, bon, le méritait aussi. Mais tu vois, c'est ça si on se prend pour le système de la MLS, mettons, ou le système nord-américain des séries, on aurait vraiment plus un problème si on verrait un Valor FC, mettons, gagner la CPL avec un. On s'entend, en même le troisième du championnat avait même pas une fiche gagnante. Donc là, j'aurais vraiment plus un problème, mais encore là, c'est la question à se poser. Est-ce qu'on veut avoir un système traditionnel à l'européenne ou est-ce qu'on veut avoir un système soit la nord-américaine avec un vrai de vrai playoff des séries éliminatoires? On a un peu le mix des deux, je dirais, à la latino-américaine avec un Apertura et un Clausura. J'ai pas vraiment de problème avec ça, en autant que toutes les équipes savent dans quoi elles s'embarquent. En autant que moi j'aurais vraiment plus de problèmes si, admettons, en 2021, pour la troisième saison de la CPL, si on avait un troisième format différent après 3 saisons. Moi, dis-moi c'est quoi les trucs à respecter, dis-moi les règles, je vais m'adapter à ça. Change-moi pas ça à chaque année parce qu'après ça, les équipes ne sauront pas quoi faire. Puis au moins là, on sait exactement si c'est pour être ça la saison prochaine ou ils sont pour le changer, changez-le pour de bon ou gardez ça pour de bon. Moi, j'aurais tendance à plus dire ça. Ah ben je suis complètement d'accord avec toi, Tristan, tu as raison qu'il faut vraiment à un moment mettre une ligne et dire voilà ce qui va se passer. Moi, selon moi, tant que la Ligue n'est pas arrivée à 10 équipes, il ne devrait pas y avoir de changement parce que même si c'est un peu pas logique, au moins ça crée, c'est sûr ce qui est un peu chiant et on en avait parlé, Daniel et moi, c'est que il y avait des équipes qui se sont rencontrées 4, 5, 6 fois durant l'année, ce qui était un peu lourd et le fait de créer 2 championnats différents, Apertura, Clausura, ça ramenait un peu une sorte d'excitation dans ce championnat-là, au lieu que ce soit un peu trop finalement Redondant. Ouais, un peu redondant et un peu trop poche en fait pour le reste en fait. Donc bref, non, moi je comprends ce que Tristan dit et je suis d'accord. Si on a à changer, qu'on le change une fois arrivé à 10 équipes, je pense que les 10 équipes ce sera pas avant 2021. Puis après si jamais on a changé encore, bah à ce moment-là, j'attendrai les 16 équipes ou les 18 équipes ou les 20 équipes. Mais ça ce sera peut-être dans 10 ans peut-être, mais on verra d'ici là. Je vais vous dire, mais il y a une chose qu'on doit reconnaître, c'est que après le 1er juillet, quand ça a repris, on a eu
plusieurs semaines de suspense pour les 2 premières places. C'est vrai. Il y avait une bataille avec FC Edmonton et York 9. Ouais. Donc, on doit reconnaître que si l'objectif c'était de relancer un peu la saison à la mi-chemin, ça a quand même fonctionné. C'est parce que dites-vous que si on avait eu une seule table toute la saison, l'écart se serait creusé très rapidement entre les 2 premiers et le reste de la ligue. Exactement. Ouais, c'est complètement vrai. Je pense qu'on en avait parlé lors du dernier épisode aussi en disant qu'on a vu la progression de certaines équipes entre le championnat de printemps et le championnat d'automne. On en avait parlé la fois dernière, comme on voit York 9 qui est passé de la 6e place à la 3e place entre les 2 championnats. Donc aussi, ça permet de voir une certaine évolution au sein du groupe. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est encore à la première saison. Il va y avoir beaucoup de différences entre une équipe en début de saison et en fin de saison parce qu'ils sont encore en plein apprentissage, comme on va avoir beaucoup de différences entre la saison 1 et la saison 2. À propos de cette saison 2, j'aimerais qu'on parle à ce moment-là de 2 choses. En premier, c'est sûr, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, selon vous, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça, non seulement à propos du format, mais aussi à propos des meilleurs joueurs qui s'en vont. Et en parlant des meilleurs joueurs, et avant de passer à cette question-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu les nouveaux trophées qui ont été inaugurés par la CanPL. Très intéressant parce que, bien évidemment, ils ont fait honneur aux origines du Canada, donc les origines inuits du Canada, avec plein de... les trophées ont été un peu à l'image de la culture inuite. Il y a plusieurs. On a par exemple le titre du meilleur buteur, c'est un peu une figurine, mais en forme d'un chasseur, pour dire que c'est le chasseur de but en tant que tel. Le moins de 21 ans, c'est un ours, ce qui est quand même assez intéressant. Bref, il y a plusieurs Et le trophées. gardien, c'était un félin. C'est ça, exactement. Bon, bref, il y a plusieurs trophées qui sont quand même très intéressants. Ça a été spécial. Au début, je vais dire que c'était assez... je trouvais ça assez bizarre, mais après, une fois que j'ai lu un peu ce que chaque trophée voulait dire, je trouvais ça quand même assez cool. J'ai bien aimé l'idée. T'en penses quoi, toi, Tristan? Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est probablement la meilleure idée que la CPL a eue depuis un bon bout de temps. Je trouve que c'est magnifique. C'est canadien aussi de dire de donner le respect aux Premières Nations. J'ai une réserve par rapport au fait qu'ils n'ont pas présenté les personnes qui ont fait les trophées. Je vais donner un petit shout-out c'est @SallyShay86 sur Twitter qui a fait la recherche et a été chercher les noms de ceux qui sont connus. J'aurais aimé ça que la CPL leur donne un peu de crédit mais je trouve sincèrement, je trouve que les trophées individuels sont drôlement plus jolis et mieux pensés que le trophée qu'on donne aux champions. Ouais, effectivement, que le trophée aux champions, il faudra en parler. Je vais te laisser en parler, Daniel, mais comment aussi parle des trophées individuels, les 5 trophées individuels qu'on a là. Eh bien, comme on l'avait mentionné, honnêtement, moi, je trouve, sur le coup, j'étais un peu déçu, là, je vais pas vous mentir, parce que je trouvais que, comme certains ont dit, celui qui va voir ça chez lui, on va se demander, t'es allé faire un tour à Iqaluit ou Whitehorse, mais avec le temps, en regardant, en prenant le temps de les regarder, j'ai apprécié davantage. C'est sûr qu'il y en a que je trouvais qu'il y avait un peu celui du MVP, je comprends pas trop le sens, là, je l'avais lu par la suite, mais en tout cas, malheureusement, je comprendrai jamais. Par contre, pour le prix du champion de la CPL, j'ai trouvé effectivement que c'était un peu cheapo comme prix, là, mais au final, l'important c'est comme trophée. Au final, l'important je pense que les joueurs, au final, ils veulent juste gagner, puis peu importe ça a l'air de quoi, ils vont être contents. Mais vous avez suivi tous le Trophy Challenge sur Twitter, là. Alors, moi-même, j'ai participé là, avec notre dessous de micro-ondes, de four à micro-ondes, là. Tout le monde a commencé. Ça, c'était bien rigolo. Même le président de la Ligue, Paul Byrne, a trouvé ça bien rigolo, là. Parfait, mais juste pour expliquer à nos auditeurs par rapport au trophée
Au trophée, non, au trophée de la Canadian Premier League, en fait, c'est une pierre inuite. Et en fait, c'est une pierre qui pointe vers l'étoile du Nord. L'étoile du Nord qui est considérée comme le trophée de la CanPL, qui est considéré comme le trophée de la CanPL est considéré comme étant l'étoile du Nord. Donc, bref, étant le meilleur joueur de la Ligue, c'est celui qui a pointé et dirigé son équipe vers l'étoile du Nord. Donc ça, c'est la signification donnée. En tout cas, c'était assez spécial. Pour revenir un peu à Tristan, ce qu'il a dit, il n'a pas été très impressionné par le trophée final de la Canadian Premier League. Et moi aussi. Et pour dire franchement, il y a eu plein de monde sur Twitter, surtout là où on est assez présent, qui ont aussi mentionné et remarqué le manque de bilinguisme sur ce trophée-là. Moi, très sincèrement, j'avais pas trop d'arguments à donner j'avais pas d'arguments à donner pour défendre la CanPL sur le fait qu'effectivement c'était pas bilingue, c'était pas écrit dans les deux langues officielles du Canada qui sont français et anglais sur le trophée. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué, toi, Daniel? Bien sûr, là, parce que depuis le début, la Ligue veut montrer qu'elle veut faire du bilinguisme, mais fait pas trop d'efforts à ce sujet-là. Puis là, on parle qu'il faudrait une équipe au Québec, mais en même temps, le pays est bilingue, et ci et ça. Sans vouloir rentrer dans la politique, ça aurait été la moindre des choses, là. C'est aussi simple que ça. Ça aurait été la moindre des choses, ça coûte rien de plus. Puis c'est une symbolique qui est intéressante, là, je veux dire, de dire, toutes nos communications, tous nos trophées sont en français et en anglais. Et c'est pas très compliqué, là. C'est un peu grossier des fois. C'est quelque chose qui demande pas un grand effort, mais que quand tu le fais pas, ça devient un peu grossier. Exactement. Et tu en penses quoi, toi, Tristan? Est-ce que tu étais aussi choqué que nous deux? Oui, je vais commencer par faire le petit, ce qu'on appelle en anglais le full disclosure. Ouais. Oui, j'ai déjà écrit pour le site de la Première Ligue canadienne en anglais et en français, mais cela dit, c'est certain que le truc que j'aurais à changer cette année, c'est l'effet français. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe au Québec pour avoir une présence en français. Vous avez déjà un marché, la Canadian Premier League a déjà un marché bilingue en Winnipeg avec Valor FC, et quand même l'effet français n'est pas au rendez-vous. Le premier, comment on dit, la chose la plus évidente étant que le trophée est écrit qu'en anglais seulement. Donc c'est des choses qui sont simples à changer, mais c'est des choses qui doivent être faites. C'est impensable, selon moi, d'avoir une ligue au Canada sans avoir une représentation francophone. Exactement, et je suis complètement d'accord, et c'est ce qu'on essaie de changer. C'est sûr que déjà le site web officiel de la CanPL a commencé, comme tu l'as dit, tu écris en français et en anglais pour le site web, mais aussi il y a Arcadio qui écrit aussi pour le site web, Arcadio Marcusi, qui écrit aussi pour le site web de la CanPL en français. Donc bref, au moins il y a commencé à avoir une couverture francophone sur le site web. Bon, elle n'est pas aussi abondante que la couverture anglophone, mais elle est là quand même. Mais j'espère qu'on va arriver à un moment où il y aura une certaine parité entre la couverture francophone et anglophone, et que finalement notre cri de cœur sera entendu par les dirigeants de la CanPL par rapport au trophée. Je pense qu'un trophée, bon, c'est très bien, il est très beau, mais arrivé à un moment, je pense qu'ils vont devoir faire un effort pour que la langue de Molière apparaisse sur ce trophée-là, la North Star Shield, donc l'étoile du Nord, l'étoile du Nord, en fait, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé le trophée. Bref, on passe au prochain, et puis c'était en introduction de ce petit sujet-là que je vous avais parlé un peu de ce qui va se passer l'année prochaine. Et quoi dire? Les mouvements de personnel qu'on a déjà entendus. On s'entend que la CanPL, on est maintenant le 7 novembre, donc le jeudi 7 novembre en soirée, c'est là qu'on enregistre. Le match de la finale de la Canadian Premier League, c'était le 2 novembre. Et depuis ce temps-là, on a déjà une multitude de joueurs qui ont annoncé qu'ils ne seront pas de retour là l'année prochaine.
Bon, beaucoup qui sont pas de grosses surprises, mais beaucoup où c'est d'énormes surprises. Juste pour mentionner, par exemple, Langlois, mon fameux Langlois, le défenseur gauche de Halifax, il sera pas de retour. Il y a plein de joueurs vraiment très, très intéressants qui seront pas de retour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, cet exode des joueurs vers soit le marché des joueurs autonomes, mais aussi peut-être vers d'autres ligues? Est-ce que ça vous étonne d'avoir autant de départs? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Daniel, tu en penses quoi? Ben moi, je pense que c'est sûr que ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est un peu normal parce que là, pour l'instant, les équipes qui ont annoncé des départs, c'est des équipes qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Par exemple, les HFX Wanderers. Là, HFX Wanderers, d'ailleurs, qui n'a toujours pas annoncé des départs, c'est les joueurs qui ont annoncé. Pour l'instant, HFX Wanderers a voulu commencer par les bonnes nouvelles. Donc, confirmer que Chris Oxner va rester, qui était d'ailleurs une très belle surprise dans la ligue en général, qui était au draft 2019, qui vient de la ville, qui a progressé beaucoup, beaucoup pendant la saison. Il y a aussi Hakim Garcia, le meilleur buteur de l'équipe en 2019 qui a prolongé. Il y a beaucoup de joueurs des HFX qui ont annoncé leur départ. Ida, il y a aussi Langlois qui a annoncé son départ. Il y a Black. Il y a aussi, comment il s'appelle? Elliot Simons. Ouais. Il y a le Pacific FC et FC Edmonton qui a annoncé beaucoup de départs. Et certains je me rappelle la dernière fois, on avait parlé que le FC Edmonton devrait faire un peu le ménage chez les joueurs un peu plus âgés. Et je pense que, je sais pas s'ils ont entendu nos conseils, mais ils ont commencé leur ménage. Pacific FC, je suis surpris parce qu'ils avaient quand même beaucoup de bons joueurs jeunes. Par exemple, Émile Legault, je suis assez surpris qu'il n'ait pas prolongé, malgré qu'il n'y ait pas eu tout le temps de jeu escompté. José Hernandez aussi, il n'a pas prolongé, malgré qu'il a fait quelques bons matchs. Il y a les retours de prêt aussi du Pacific FC, là. Blake Smith qui retourne au FC Cincinnati, David Norman Jr. qui est resté faire une petite saucette dans la côte ouest, à l'île de Vancouver, là, qui est resté juste quelques semaines. Et on va s'attendre à ce que le HFX fasse un communiqué bientôt pour annoncer les départs. Et York 9, on attend encore. Valor avait déjà annoncé que beaucoup de joueurs vont partir, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu rien d'officiel ni du côté des joueurs ni du côté de l'équipe. Et je pense que les derniers, ça va être les finalistes Forge FC et Cavalry qui vont tenter de garder leurs meilleurs éléments. Si je me trompe pas, le marché des transferts dans la Ligue n'a pas encore commencé. Donc, on n'attendra pas parler d'acquisition avant un moment. Et il faut pas oublier que le draft qui va arriver, donc il y aura d'autres joueurs qui vont arriver par le draft. Donc, c'est à suivre dans les prochaines semaines, puis on va garder nos auditeurs au courant. Et toi, Tristan, tu penses quoi de tous ces mouvements? Ben, surpris, je pense pas, parce que ça reste une ligue avec, qu'on veuille l'entendre ou pas, des moyens plus modestes, un peu à la USL, où la USL, c'est un peu ce principe-là, c'est des contrats d'1 an, puis si c'est des contrats de ce qu'on appelle multi-year contract, c'est des contrats avec une option à la fin de l'année. Mais tu sais, j'ai dépensé un peu pour Philippe Lincourt-Joseph au FC Edmonton, que j'ai pu connaître au FC Montréal. Des Kodai Lida, je sais pas si l'histoire est très est connue, mais pour l'anecdote, juste pour vous, j'ai pu le connaître aux essais de la CPL à Montréal. Et la petite histoire avec Kodai Lida, c'est il avait envoyé des emails, mais quand je dis tout le monde, il a envoyé des emails à tous les représentants de la CPL, le staff, le président, Paul Byrne, tout le monde. Il voulait absolument se joindre à la Ligue, puis finalement, on lui a dit « Ok, viens à Montréal ». Et il est venu à Montréal et il a impressionné absolument tout le monde. J'ai entendu tous les entraîneurs derrière moi quand j'étais aux essais qui disaient « Ah, le petit japonais, il a de l'allure, il a de l'allure ». Il a réussi à se trouver un contrat. Je suis content pour lui, un peu déçu qu'il parte par contre. Mais c'est ça, il fallait s'attendre. C'est la première année d'une ligue où c'était pas nécessairement dit, mais c'était assez clair que c'était des contrats d'1 an. Donc, je suis pas complètement surpris qu'il y ait un peu tu
c'est plus beaucoup de mouvements. On va voir si on va aussi voir si des joueurs d'une équipe vont passer à une autre équipe parce que il n'y a rien qui dit qu'un Émile Legault qui a des qui est encore très jeune et qui peut jouer défenseur central, qui peut jouer aussi défenseur droit, je crois, qui pourquoi pas se retrouver à une autre équipe qui pourrait peut-être avoir besoin d'un peu de jeunesse. Oui, honnêtement, moi, ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est de voir où ces joueurs vont signer à l'extérieur. Là. Est-ce qu'ils vont aller, comme avait dit dans d'autres ligues en Amérique du Nord? Est-ce qu'ils vont aller ailleurs dans le monde? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers qui ont quitté aussi, là, donc peut-être qu'ils vont aller dans d'autres pays. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on commence à entendre parler de tel joueur est parti ailleurs. On s'est quand même attaché à eux, mine de rien, même malgré que j'ai pas d'équipe que je suis. Mais je me suis attaché à des joueurs familiers et tout. J'ai quand même pris le temps. Je connais quand même beaucoup de joueurs dans la ligue maintenant. Ça va faire qu'il va falloir que je réapprenne ça l'année prochaine. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est un peu le lot de toutes les jeunes ligues. Donc, il fallait s'attendre à ça, comme l'a dit Tristan. Par contre, je ne m'attendais pas à autant de départs. Ben, en fait, ce qui m'énerve, en fait, c'est que j'entends des joueurs dire qu'ils s'en vont sans savoir où ils s'en vont. Et c'est ça un peu qui peut-être me choque un peu en disant, ouais, je m'en vais. Et c'est comme s'ils se vendaient en disant, ben moi, je m'en vais, qui veut me prendre? Tandis que c'est pas comme s'ils disaient, ah, tu sais quoi, je m'en vais pour je sais pas, la MLS ou je m'en vais pour l'Europe, la première division finlandaise. Après, je serais très étonné et très déçu si des joueurs s'en vont de la CNPL, des joueurs titulaires s'en vont de la CNPL pour se retrouver en quatrième division allemande. Là, je serais très, très déçu. Si jamais ils s'en vont pour aller quelque chose de meilleur, pas meilleur que la CNPL, mais meilleur pour leur carrière à eux, ben à ce moment-là, ok, je comprends, mais c'est juste ce côté de départ-là sans destination précise, c'est ça qui me dérange. Et c'est cool parce que Tristan a mentionné quelque chose en rapprochant la CNPL à l'USL. Il y a une chose que, en fait, c'est Stephen Hart qui avait mentionné ça par rapport, si je me trompe pas, n'est-ce pas, Daniel? C'est oui. Stephen Hart qui avait dit comme quoi la USL, c'est un peu la grande compétitrice de la CNPL parce que les joueurs canadiens là-bas, bah, ils sont pas considérés comme des étrangers. Donc, ce qui veut dire que et c'est la plus grande ligue au monde. Ils ont au-dessus de 40 clubs, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, beaucoup de clubs. Donc, ce qui fait qu'ils ont des moyens plus élevés que la CNPL. Les joueurs canadiens ne comptent pas comme étrangers. Donc, c'est comme, pour eux, la CNPL, c'est comme, ils sont autour, les clubs de USL sont autour comme des vautours en attendant qui va prendre en premier les joueurs et leur payer un peu plus cher que ce qu'ils paient en CNPL, n'est-ce pas, Daniel? Oui, ben ce qu'il avait dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de salaire fixe en USL, donc il y a des clubs qui ont les moyens d'offrir des salaires plus intéressants. Faut pas oublier que c'est en dollars US aussi. Donc, il trouvait que à ce niveau-là, c'était difficile de compétitionner au niveau des salaires. Et un autre facteur, c'est le fait que la USL elle est dans le même pays que la MLS, souvent dans des marchés proches. Donc, ça peut être une meilleure vitrine pour la MLS que la CPL, par exemple. Mais ça, c'est à voir dans les prochaines années, comment ça va évoluer. Mais c'est sûr que pour lui, il disait que son plus grand défi, c'était vraiment la USL. Et que ça sera à voir dans les prochaines années comment la CPL pourra offrir un projet autant sportif que financier qui sera en mesure de concurrencer la CPL, la USL à bien des domaines. Je sais entre autres, par exemple, Tristan, tu dois être plus à jour sur le sujet que moi, mais j'ai lu plusieurs fois que la USL, les clubs de USL offraient pas d'assurance maladie à leurs joueurs. Donc, c'est souvent à leurs frais quand ils se blessent. Chose qu'au Canada, on n'a pas de problème à ce niveau-là, puisqu'on a un système de santé universel. C'était un argument souvent qui revenait. Il y a aussi le fait que, bien sûr, de jouer au pays. On a vu avec Bustos et Didic qui n'ont pas hésité à rejoindre une fois que la saison est commencée. Puis je pense qu'il y en aura d'autres, des Bustos et Didic. D'ailleurs, il y a Drew Becky qui joue à El Paso en USL qui a écrit un message pour dire que le niveau de la ligue a été impressionnant. Et je sais que nos amis en Saskatchewan espèrent pouvoir les ramener au pays. Parce qu'il a vécu aux États-Unis, mais il est né en Saskatchewan.
Et il a joué pour l'équipe nationale canadienne, donc ils espèrent le ramener au pays. Puis il y a quand même, j'avais regardé, il y a à peu près entre 25 et 30 joueurs canadiens qui jouent dans la USL. Puis peut-être même plus que ça, là. Donc il y a le potentiel d'aller recruter là-bas si on est en mesure de concurrencer les salaires. Ben, c'est le plus gros problème, concurrencer les salaires. Jusqu'à maintenant, c'est la USL qui offre un peu plus, même on le sait pas, en fait, on le sait pas. De salaire. Ben, en tout cas, des rumeurs qu'on voit, ça a l'air que l'USL a des salaires un peu plus avantageux. Bref, revenons à ces départs-là. J'aimerais ajouter aussi la rumeur qui est sortie aujourd'hui ou hier de Tristan Borges qui pourrait se rejoindre à l'Impact de Montréal. Tristan, est-ce que tu as des petites nouvelles, des petites choses que tu aimerais annoncer par rapport à ça, toi qui est un peu plus présent sur la scène médiatique? Non, malheureusement, j'ai rien pour mais ça serait vraiment un très très bon ajout pour l'Impact de Montréal. Un jeune Canadien qui est capable de ce qu'il est capable de faire, c'est ce qu'on a vu de se positionner en tant que numéro 10 dans l'axe, sur l'aile. C'est vraiment un type de joueur qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps à l'Impact. Donc, je verrais cet ajout-là avec un grand sourire. Non seulement ça, mais aussi d'avoir un Tristan qui joue à l'Impact, ça serait quand même pas mal. mais pour revenir à ce que tu disais, Daniel, justement sur la USL, avec l'assurance maladie, je me souviens pas du nom du journaliste et ça m'énerve parce que je déteste avoir à citer des articles quand je connais pas ceux qui les ont écrits, mais il y avait un article il y a peut-être 2 ans qui suggérait, pendant que la NASL était sur le point d'imploser, que beaucoup de joueurs choisissaient la NASL pour des raisons d'assurance maladie. Mais par rapport à la CPL, moi je vois ça de 2 façons. Je veux dire, ou Tristan Borges, comme notre ami Nilton George dirait, ou Tristan Borges, comme on dit en anglais, ou comme lui probablement se dit. C'est un gars qui jouait du soccer amateur il y a 1 an. Puis là, on parle d'Europe pour lui, on parle de l'Impact de Montréal. C'est ça que ça donne, la CPL aussi, parce que tu as cette opportunité-là d'avoir énormément de Canadiens, mais puis le point que je faisais aussi, ou l'autre façon que je le vois, c'est dans la USL, oui, tu as des Canadiens, mais c'est pas nécessairement dans la mentalité de toutes les équipes de dire il faut penser à certains Canadiens. Comme on a vu Marco Bustos passer de OKC Energy à aller à Valor, on a vu ce que ça donnait là. Donc, oui, dans un sens, la USL regarde pour des joueurs canadiens de la CPL qui peut-être reviendront pas à leur club, mais moi, je trouve que c'est pas. Je vois ça comme un positif parce que t'as un joueur qui était probablement en Ligue 1 Ontario, qui était en PLSQ et qui décide de faire le saut ou qui signe son premier contrat pro en CPL et après 1 an, peut-être pas nécessairement doubler son salaire, mais gagner plus d'argent dans une équipe de haut calibre en USL. Moi, je vois ça comme un positif, honnêtement. De toute façon, si c'est accompagné d'indemnité de transfert, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis comme tu as dit, s'ils vont avoir un meilleur salaire puis avoir du temps de jeu. Par contre, pour la Ligue 1 Ontario, si vous me permettez de nuancer, je lisais justement sur le sujet cette semaine à quel point même les joueurs de Ligue 1 Ontario ont assuré parfois plus que les joueurs de USL dans cette première année. Mais il y a une raison toute simple à ça, c'est que beaucoup savaient que la CPL s'en venait. Donc, Borges, il a accepté de faire 1 an après son retour d'Europe. Il aurait probablement pu aller faire de l'argent à USL, mais il s'est sûrement dit qu'il peut faire 1 an à Sigma, parce qu'oubliez pas que Sigma a un lien avec Forge. Il peut faire 1 an à Sigma, puis signer à Forge et être sûr d'être titulaire, ou aller en USL et peut-être se casser les dents. La même chose est arrivée à Nathan Ingham de York 9, qui était à, je pense, à FC Edmonton. Il avait été à Florida Gulf Coast University. Il avait gagné la PDL avec KW United. Donc, il a accepté de faire 1 an en Ligue 1 pour ensuite se retrouver avec York 9. Et on voit le résultat. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Exactement, ouais. Et juste rapidement, j'aimerais parler un peu du camp de York 9 au Mexique pour les U21. Juste comme ça, rapidement, est-ce que c'est ingénieux, Tristan, ou est-ce que c'est bizarre?
Pourquoi pas, s'ils sont capables de trouver un jeune c'est U21, mais moi je dis, s'ils sont capables de revenir avec un jeune de 16-17 ans qui est tombé, qui pour une raison ou une autre est tombé à travers les cracks d'un Tigresse ou d'un major. En fait, c'est à Léon, donc Club Léon, j'ose croire. S'ils sont capables de revenir avec un joueur, moi, c'est tant mieux. Ouais, et toi, Daniel, t'en penses quoi? Ben, comme moi je dis pourquoi pas. Après ça, en bas de 18 ans, je pense pas que légalement la FIFA a beaucoup de restrictions par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Moi j'aurais aimé plus que ce soit la ligue parce que je veux dire, York Nine, ils vont prendre quoi, max 1, 2 joueurs, alors que tu t'organises tout un truc de même. Si c'est ingénieux et que ça apporte, comme a dit Tristan, des joueurs qui sont passés à travers le système. Il y a toujours, dans tout système, il y a des gens qui ne fitent pas dans le système. Puis il y a eu Ribéry, il y a eu Drogba, des joueurs qui ont éclos tard ou qui ont pas passé par des centres de formation. Fait que, pourquoi pas, là? De toute façon, si ça marche pas, ils le referont pas l'année prochaine. Aussi simple que ça. Parfait. Et puis, on va passer à on a encore plein de choses à dire. En premier, on a la U-Sport, donc le championnat universitaire, le tournoi universitaire qui se joue au Sepsam. Ça va être très, très intéressant parce qu'il commence à se jouer, en fait, aujourd'hui, le jeudi. Puis, ça finit dimanche avec la draft de la CNPL qui se jouera lundi et qui va se décider lundi vers 19h. Ça va être quand même très intéressant de voir cette draft-là. Une petite anecdote sur ça. Le premier choix de l'année passée, Gabriel Bittard sera encore disponible à la draft. Ce serait très hilarant si jamais il est numéro 1 aussi. En tout cas, je doute. Mais n'empêche, ce serait très, très bizarre de voir le même joueur drafté premier dans la draft les 2 années de suite. Ce serait quand même assez spécial, n'est-ce pas, Tristan? Ce serait spécial, effectivement. Mais je comprends un peu. J'aime le système que la CPL a été capable de faire avec U-Sport, de pouvoir donner aux joueurs universitaires la chance de retourner à l'université s'ils le souhaitent. Mais tu vois, le tournoi vient juste de commencer. Et moi, 2 joueurs que j'adore parce que je les ai suivis un petit peu. Les 2 ont marqué, justement. Il y a Stéphane Karajovanovic qui était au FC Gatineau, qui était à l'AS Blainville l'année dernière, qui était à l'AS Blainville cette année, qui a marqué pour Carleton University. Et Gabriel Balbinotti, l'ancien de l'Académie de l'Impact, qui a juste manqué d'être avec le FC Montréal, qui était avec le Fury d'Ottawa, qui a fait un petit peu son temps au Brésil. Et qui est revenu parce que c'est un gars de Trois-Rivières avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a réussi à battre le favori UBC. Donc ça, ce serait des joueurs, à mon avis, ce serait des joueurs à surveiller pour le repêchage. J'ai foi en plus de joueurs québécois. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à Montréal ou que les Carabins sont encore là. On a 2 équipes avec les Patriotes qui sont très intéressantes, mais j'ai plus foi à voir des joueurs québécois se faire repêcher cette année. Ouais, moi, c'est pareil, pour dire très franchement. En tout cas, on a hâte de voir ça lundi 19h. Je ne sais pas si c'est encore... Est-ce que ça va être transmis? Est-ce que quelqu'un est au courant? Oui, sur YouTube, ça va être transmis. Parfait, donc ce sera gratuit sur YouTube. Je vous conseille d'écouter ça. Puis juste après aussi, j'aimerais aussi mentionner que la CNPL organise aussi un match à Laval entre les U21 ontariens contre les U21 québécois. En tout cas, ça va être assez drôle de voir ce match-là organisé par la CNPL. Daniel, tu peux nous en dire plus un peu? Oui, ben ce sera le samedi à Bois de Boulogne à 10h sous le format 3x30. D'ailleurs, Tristan, je me rappelle, tu as été le premier, si je me trompe pas, à en parler sur Twitter. Je sais ça va être ouvert aux entraîneurs. Je sais pas si ça va être ouvert au public, par contre. Est-ce que Tristan, tu es au courant par rapport à ça? Je sais pas si le public est là, mais je crois, je vais essayer de faire mon chemin à Laval. On parle de 20 joueurs, de 20 des meilleurs joueurs U21 du Québec et de l'Ontario. Je n'ai pas ces informations-là exactes, mais je ne serais pas surpris de voir certains universitaires qui n'ont pas fait le tournoi
U-Sport. Je serais pas surpris de les voir. Même ceux qui se sont fait battre ce soir jeudi, je serais pas surpris de les voir retentir à Bois-de-Boulogne. Ce serait bien, oui. Je sais qu'ils vont fournir les informations sur les joueurs présents sur place. Donc, les entraîneurs intéressés pourront regarder ça, là. Ça risque d'être vraiment intéressant pour les clubs, là. Exactement, et c'est ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, c'est ouvert aux médias, donc Tristan a dit qu'il va essayer d'y aller. Je sais que Daniel, toi aussi, tu y seras pour Culture Soccer, ouais. Pour toi et pour Culture Soccer, surtout. Ouais. Donc, j'ai dit je compte y aller, effectivement. Ouais, exactement, donc voilà, bref, c'est très intéressant. Il y a aussi d'autres événements aussi pour les médias de la CanPL durant cette fin de semaine-là, en tout cas, très intéressant, on espère apprendre un peu plus, puis vous partager certaines des informations qu'on aura dénichées pour vous lors du prochain épisode de CSL Érable. Et puis là, on passe à l'ordre du jour, un peu aussi tout ce qui est soccer au Canada. Le gros badaboom qui vient de tomber il y a quelques minutes ici sur les médias sociaux, la grosse rumeur. Finalement, c'est plus trop une rumeur parce que CBC l'a annoncé. CBC, on sait que c'est un média très, très sérieux. Et puis, Ottawa Citizen aussi l'a mentionné. Il y aura une annonce officielle demain du Fury d'Ottawa, de USL, comme quoi l'équipe arrêtera d'exister. On ne sait pas plus de détails que ça. Très sincèrement, on sait que le Fury d'Ottawa a été qualifié en playoffs pour la première fois de son histoire cette année en USL. Oui, ils ont perdu, mais n'empêche, ils étaient sur une pente ascendante après avoir fini une année, je pense, dans les bas-fonds du classement. Puis là, ils se retrouvent en playoffs. Puis là, on vient d'apprendre que ça a l'air qu'ils ne seront plus là l'année prochaine. Tristan, choc ou tu t'y attendais un peu? Moi, je suis toujours très déçu de voir... un club, surtout un club de soccer canadien, de les voir quitter la ligue et on n'a pas beaucoup d'informations en ce moment, mais ça reste que la CPL et le Fury d'Ottawa, ça fait deux, ça faisait vraiment deux. Moi, ce que moi j'avais eu comme information par rapport à une des choses qui faisait friction entre la CPL et le Fury d'Ottawa, c'était par rapport au contrat. Je vais juste vous ramener 1 an en arrière ou 1 an et demi en arrière quand le Fury d'Ottawa avait décidé de signer un nombre impressionnant de joueurs canadiens. Pour moi, ça disait CPL. C'était clair dans mon esprit qu'à la vue de un nombre si imposant de joueurs canadiens, je veux dire, pendant ce temps-là, le Fury était l'équipe avec le plus de joueurs canadiens je parle de soccer professionnel avant que la CPL arrive. Pour moi, c'était ça. Et ce qu'on me disait, les informations que moi j'avais eues, c'était on voulait une sorte de clause grand-père par rapport au contrat de leurs joueurs. Et on m'a dit que finalement, ça allait pas fonctionner et que c'était pas nécessairement comme ça que la CPL voulait que ça fonctionne. Donc, ça, c'était un des points par rapport à la friction entre la CPL et le Fury d'Ottawa. Là, on sait ce qui est arrivé avec la CONCACAF et tout. Moi, si on me demande mon avis personnel, je comprends pourquoi le Fury a voulu essayer d'attendre. On peut pas nécessairement dire, je veux dire, quand on parle de business, on se dit, c'est certain que si tu es dans une ligue qui t'offre une certaine sécurité ou tu vois, ces choses-là, puis après ça, on te dit, il faut absolument que tu te joignes à quelque chose qui est un peu... il y avait beaucoup de... Tu sais, on se le cachera pas, il y avait quand même beaucoup de points d'interrogation avec la CPL quand ça a commencé. Donc, moi, personnellement, j'avais compris le Fury de dire, on va attendre un peu. Et finalement, les frictions ont été à ce point que, malheureusement, là, c'est une question de... il va falloir qu'il s'en aille. Donc là, ça a des répercussions partout. Ça a des répercussions
au niveau du soccer canadien parce que je veux bien qu'on ait 7 nouvelles équipes au Canada, mais on en perd quand même une, qu'elle soit en CPL ou pas. Donc ça, c'est un négatif. Et de deux, ça a aussi des répercussions par rapport à qu'est-ce que l'Impact de Montréal fait avec sa réserve. Et de trois, si vous écoutez le podcast en ce moment et que vous venez de la ville d'Ottawa, je suis vraiment désolé de ce qui se passe dans votre ville parce que de un, on a le OSEG qui on dit auront jamais on parle de jamais, là. On n'auront jamais l'approbation de la CPL. Et de deux, on a les sénateurs d'Ottawa avec leur ownership qui est toujours un peu, je veux dire, je dirais pas la risée, là, mais c'est une source de frustration chez le monde d'Ottawa. Donc, je suis vraiment désolé. Si vous venez d'Ottawa et vous êtes un fan de sport, je suis vraiment désolé de ce qui vient d'arriver. Exactement. Et toi Daniel, c'est sûr, un choc ou une surprise je sais pas, est-ce que tu t'y attendais un peu? Est-ce que, bref, moi j'ai été vraiment choqué. J'ai fait des petites recherches de mon côté. Je suis parti voir je suis parti un peu fouiner à droite et à gauche, savoir ce que je savais. C'est sûr que j'ai pensé en premier, ouais, ok, ils vont juste annoncer que ils ferment, ils seront plus là l'année prochaine en USL, mais je m'attends à ce qu'ils vont annoncer que ils seront en CanPL. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il paraît, en tout cas de ce que moi j'ai reçu comme information, il paraît qu'effectivement il y a trop de différences d'opinion en termes de chiffres, que ce soit du point de vue, Tristan t'a parlé des contrats, mais aussi, je pense, du point de vue de salaire maximum, de cap salarial, et ainsi de suite. Et même en tant que modèle de business model, on dit en anglais, donc un peu de modèle d'affaires. Donc leur modèle d'affaires que le Fury d'Ottawa avait ne concordait pas avec ce que la CanPL avait. Bref, en d'autres termes, la CanPL était prête à accueillir le Fury d'Ottawa et voulait, et on le sait, ardemment voulait avoir le Fury d'Ottawa dans la ligue. Dans la ligue. Malheureusement, le Fury d'Ottawa et ses propriétaires ont décidé que non, ça ne valait pas la peine et ils voulaient pas mettre de l'eau dans leur vin. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu trouver comme information de mon côté. Daniel, t'en penses quoi? Ben moi, j'étais surpris, mais en même temps, c'était évident que ça allait pas continuer comme ça, là. Le statu quo était inenvisageable vu ce qu'avait fait la CONCACAF l'année passée. J'avais fortement espoir qu'il soit la 8e équipe, déjà depuis l'année passée et pour cette année également. Mais avec ce qu'avait dit De Guzman, ça allait pas dans cette direction-là. Là, la dissolution de l'équipe, est-ce que ça veut dire qu'ils veulent dissoudre pour repartir l'année d'après? Est-ce que c'est ça qu'on se demande maintenant, là? On va le savoir demain. J'imagine on va avoir plus d'informations lors de la conférence de presse. Faut pas oublier que le Fury d'Ottawa a quand même joué dans 3 ligues différentes depuis sa création. Elle a joué en PDL, elle a joué en NASL et maintenant elle joue en USL. Par contre, il y a quelque chose que... Puis moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment... j'ai de la difficulté à être compatissant avec l'équipe. C'est parce que en 2017, quand ils ont joint la USL, ils savaient que la Canadian Premier League s'en venait. Là, après ça, est-ce qu'il y a eu ou non une entente morale qu'ils allaient rejoindre la Ligue une fois qu'elle va être lancée? Ça, c'est pas clair. Mais ils savaient très bien que... ce que j'ai cru comprendre, c'est que la USL, c'était temporaire le temps que la Ligue soit prête. Et là, après ça, c'est un gros manque de respect envers les engagements pris et surtout qu'ils avaient l'occasion d'être membres fondateurs d'une nouvelle ligue. Là, actuellement, moi, je me dis, je sais que Tristan t'avait dit que c'est triste, un club qui ferme. Mais moi, je me dis que, the biggest picture, là, à long terme, ça laisse juste la place pour quelqu'un d'autre. C'est sûr que OSEG, c'est une organisation qui est bien implantée dans le milieu sportif. Ils ont aussi les Red and Black là, au football canadien. Mais je me dis que ce sera une question de temps avant qu'un nouveau club
apparaissent à Ottawa. Là. Je m'inquiète pas du tout pour ça. C'est juste dommage pour les fans qui vont devoir patienter. Là. Exactement. Donc, on passe à d'autres nouvelles parce que c'est sûr qu'on a déjà beaucoup parlé. Puis, il y a encore quelques petites choses qu'on voudrait vous annoncer. On va parler rapidement parce qu'on en avait parlé dans les autres épisodes. La Coupe du Monde U17, je vous avais dit que c'était quelque chose qui était possible pour le Canada U17 de enfin passer leur phase de groupe. Ben non. Malheureusement, encore cette génération de Canada U17 n'a pas réussi cette tâche-là. Après avoir perdu le premier match contre le Brésil, je vous en avais parlé la fois dernière, 4-1. Ils se sont inclinés de nouveau face à l'Angola qui jouait sa première Coupe du Monde du 17. Il faut dire que c'était assez difficile comme défaite parce que le deuxième but angolais a été marqué à la 94e minute, donc très très difficile à encaisser pour le Canada, mais même là, le Canada n'a pas été supérieur à l'Angola selon moi dans ce match-là. Et puis, lors du dernier match, contre la Nouvelle-Zélande, malgré un très bon match de l'équipe canadienne qui était supposée, d'après moi, remporter ce match-là. Malheureusement, il s'incline sur un but de Garbett de la Nouvelle-Zélande, donc 1-0. Donc, Canada finit 4e du groupe avec 0 points, différentiel de -5, juste 2 buts marqués, 7 buts encaissés. Très, très décevant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Tristan et Daniel, là, par rapport à cette Coupe du Monde du 17. Eh bien, j'espère que la prochaine génération sera meilleure. Et on a vu peut-être, j'espère qu'avec des académies à venir dans la Canadian Premier League, on aura un plus grand bassin de joueurs, qu'on aura peut-être plus de choix pour former nos équipes de jeunes. Ah, moi, je pense que la génération aurait pu faire un peu mieux. Il y a eu beaucoup de malchance, mais je pense que mentalement, les joueurs n'étaient pas là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Tristan, de ces résultats-là. Là. Ouais, mais j'ai vu beaucoup sur Twitter l'argument de il faut arrêter de juste regarder le Big Three de la MLS, de juste voir l'Académie de l'Impact, du Toronto FC, des Whitecaps. J'ai seulement regardé de mes propres yeux un match et pour ce que moi j'avais vu, la meilleure performance par rapport à sur le grand, ce qu'on appelle en anglais le grand scheme of things, c'était le gardien de but montréalais Marc Quadio qui lui était même pas dans une des académies de la MLS, qui joue à Montford Academy à Orlando. J'ai l'impression qu'il va vraiment falloir agrandir le champ de vision surtout dans le niveau des jeunes, surtout quand on parle en ce moment que le joueur le plus en demande qui s'appelle pas Alphonso Davies canadien, c'est un joueur qui sort du soccer amateur à Ottawa pour ensuite signer à la Gantoise en Jonathan David. Donc, si ça, c'est pas une petite alerte va falloir arrêter de juste regarder les académies de la MLS, je vois pas, honnêtement. Ouais, exactement. Après, il faut le budget pour ça, mais je suis complètement d'accord avec toi. On passe aussi par une autre chose, et je pense quelque chose de très, 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 très décevant, surtout pour moi, un grand amoureux du soccer féminin. L'équipe canadienne, je vous avais parlé de ce championnat-là qui se joue en Chine, qui est un peu le championnat de préparation pour le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment la préparation, un peu comme des matchs amicaux qui se jouaient en Chine. Le premier match, c'était le Canada contre le Brésil. Malheureusement, le Canada s'est incliné face au Brésil sur le score de 4-0. Pour moi, c'est grave. C'est très, très grave. J'ai encore plus haï la conférence de presse de Kenneth Heinemoller, l'entraîneur danois de l'équipe nationale féminine, qui a dit « Ah ben c'est bien, on a pu faire jouer des jeunes ». Et c'est vrai, effectivement, il y a eu des jeunes joueuses qui ont fait leur première apparition, et on va en parler un peu plus tard. Mais sauf que pour lui, il a vu les jeunes joueuses, et puis c'est pas grave, contre une des meilleures équipes dans le monde, brésilienne. Je suis désolé, mais le Brésil, c'était une des meilleures équipes dans le monde. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Quand on voit qu'il y a une joueuse de 42 ans qui joue sur le terrain à Formiga, qui est extraordinaire, mais n'empêche, 42 ans, je pense que ce n'est plus une des meilleures équipes dans le monde. Perdre 4-0, c'est vraiment inadmissible. Bref, il y a eu, juste pour mentionner à nos auditeurs, une grande première, une joueuse de 15 ans
15 ans, vous avez bien entendu, qui a fait sa première apparition avec le Canada, Olivia Smith, en tant que remplaçante. Bref, oui, il y a eu des jeunes, sauf que le résultat a été catastrophique. Tristan, t'as pensé quoi de cette grosse défaite pour moi, qui annonce vraiment un gros problème au sein de l'équipe nationale féminine? Oui, exactement. Ça a commencé, à mon avis, ça a commencé à la Coupe du Monde. Oui. Parce que pour moi, la Coupe du Monde, c'est une déception. Je veux bien qu'on... C'est difficile. Ça aurait toujours été difficile, surtout avec le changement. On dirait que John Herdman avait vraiment cette équipe-là sur le dos qui la portait. Et juste un petit mot pour dire que on voit notre équipe nationale avec Christine Sinclair qui est à, je crois, 2 buts d'égaler la marque, oui. La marque de tous les temps, qui pourrait battre Abby Wambach, qui pourrait très bien battre cette marque-là sans une seule caméra qui est capable de regarder ce match-là. On a au zéro moyen, la seule façon qu'on peut suivre le match. Et c'est probablement pourquoi on n'a pas autant de mots à dire sur ces matchs-là, c'est qu'on ne peut pas les regarder. Moi, ça me tue complètement d'avoir la sélection nationale. C'est l'équipe nationale du Canada, là, et on ne peut toujours pas les regarder. Ça, je trouve ça absolument décevant. J'aime bien le fait qu'on ajoute plus de jeunes joueurs. J'aimerais ça voir... Je veux dire, j'ai de la misère à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de joueuses québécoises. J'aimerais en voir plus. Il y a Gabrielle Carl, qu'on doit définitivement chapeau à Gabrielle, mais pourquoi on ne voit pas plus de joueuses québécoises avec l'équipe nationale? Ça m'a toujours un peu surpris. Mais exactement, je veux dire, est-ce que le problème là se lie en Kenneth Ainer-Moller? J'ai l'impression, Andy, que tu vas probablement être d'accord avec ça. Mais il va falloir faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer à glisser comme ça, là. C'est pas possible. Oui, exactement. En fait, c'est drôle que tu en penses, mais je pense ça depuis la Coupe du Monde et c'est bien que tu l'as mentionné. Si vous allez voir sur Culture Soccer, j'avais écrit dans ma chronique du 26 juillet 2019, j'avais parlé, c'est une chronique qui s'intitulait l'été cauchemardesque de Canada Soccer, parce que non seulement il y avait eu le problème avec les féminines qui avaient eu une très mauvaise chose, mais aussi la débâcle contre Haïti pour l'équipe nationale masculine. Bref, j'avais fait un peu une chronique par rapport à tout ça, puis moi, j'avais dit comme quoi il y avait plein de joueuses qui devaient avoir leur chance dans cette équipe nationale féminine et non pas les jeter dans la gueule du loup tous ensemble, toutes les jeunes joueuses ensemble sur le terrain en disant « débrouillez-vous face au Brésil ». Non, il faut les incorporer au fur et à mesure, pas leur donner un match puis après les descendre comme quoi ils ont perdu 4-0. Parce que là, maintenant, ces jeunes joueuses-là, la petite fille de 15 ans, là, je pense vraiment qu'elle va être contente de savoir qu'elle vient de perdre 4-0 et qu'elle va penser qu'elle est capable de devenir aussi forte après avoir perdu aussi fort contre une équipe brésilienne. En tout cas, je trouve que c'est très, très mauvais de la part de Ainer-Moller. Et j'avais mentionné, à propos des joueurs québécoises, j'avais mentionné que Kenneth Ainer-Moller devrait regarder Evelyne Vian de l'Université de Floride du Sud, de South Florida, qui est une très grande buteuse dans le circuit universitaire américain, qui n'a même pas été sélectionnée. Vanessa Gilles, qui a été sélectionnée pour ce tournoi-là. Mais bref, pas les mettre tous ensemble. Et pour moi, Kenneth Ainer-Moller, on lui a donné sa chance. Il a bâclé sa Coupe du Monde. Ça a l'air qu'il n'a pas trop compris encore ce qui se passe. Allons voir. J'espère qu'on ne va pas voir le gros problème rejaillir de nouveau dans les qualifications pour les Jeux Olympiques. Parce que si le Canada manque la marche pour se qualifier dans les Jeux Olympiques contre une équipe, par exemple, mexicaine. On sait que les États-Unis vont se qualifier, mais l'équipe mexicaine, elle est en train de monter en puissance d'année en année. Si l'équipe mexicaine prend la place du Canada comme équipe de CONCACAF, je pense que des têtes vont sauter et non pas seulement celle de Ainer-Moller, mais d'autres têtes vont rapidement sauter au sein de la Fédération canadienne de soccer, que ce soit du côté féminin ou bien la fédération en tant que telle, parce que c'est inadmissible. Oui, aussi, juste pour dire, vraiment, du côté féminin, on se fait absolument rattraper par les Européennes. C'est incroyable parce que, du moins du côté européen,
Je vais le dire, c'était très misogyne du côté européen de dire, finalement, ça fait ça fait même pas 20 ans qu'il y a des ligues féminines en Europe. Bon, si on prend exception de la Norvège ou de la Suède, mais tout ça pour dire que la première ligue canadienne, c'est bien beau, là, mais la première ligue féminine aussi, il va falloir que ça soit dans les plans, puis pas sur du long terme, là, sur du moyen ou pas nécessairement du court terme, parce que je sais que faut grandir la ligue, là, mais faut pas attendre trop longtemps, là, parce que on voit les Américaines avec la NWSL, ce que ça fait, les récents changements du fait qu'ils vont être capables de payer plus les joueuses. En Australie, ils ont l'équité salariale. On se fait vraiment rattraper de tout bord, tout côté. Il ne faut vraiment pas attendre. Ouais, exactement. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer et les décisions de la fédération de ce point de vue-là, parce que comme tu l'as dit, moi je pense qu'ils ne se font pas juste rattraper, ils se sont fait dévancer. Et on l'a vu lors de cette Coupe du Monde, des équipes comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne a toujours été devant, mais bref, plusieurs équipes qui ont donné du fil à retordre à l'équipe nationale canadienne. On a vu la Suède qui a éliminé le Canada. Bref, plusieurs équipes qui ont eu l'air supérieures à ce que le Canada était capable d'offrir. Déjà, le Canada qui était 5e mondial, qui est descendu au 7e rang. Et je pense qu'avec cette défaite-là contre le Brésil, je les vois dégringoler encore plus loin. Après, espérons que ce n'était qu'un match et que je sais que l'équipe nationale canadienne va jouer un deuxième match dans ce tournoi-là en Chine pour la hypothétique troisième place pour ce tournoi. Ça compte pas vraiment le classement dans ce tournoi-là, qui est un tournoi de préparation, comme je l'ai dit, là. Mais c'est ça. Bref, ça va être intéressant de voir si Heine Moller a enfin appris quelque chose. Mais je pense que après la 4e fois que tu n'as pas encore appris quelque chose, je pense que c'est assez difficile que tu comprennes la 5e. Bref, donc je pense que c'est ça qui va clôturer notre épisode de CS Alera. Par contre, je sais que Daniel, tu as quelque chose à nous faire savoir, parce qu'il y a une nouvelle qui vient de tomber, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, une grosse nouvelle, surtout pour les fans au Québec. Eh bien, la PLSQ a annoncé les équipes pour la saison 2020. En tout, dans le circuit masculin et féminin, on reste avec le même nombre d'équipes, mais il y a des gros changements. Eh bien, on le savait depuis quelques jours, c'est pas quelques semaines, que le FC Gatineau va pas poursuivre ses activités du côté masculin. Là, il y a le Dynamo de Québec qui va pas poursuivre ses activités non plus, ni du côté masculin, ni du côté féminin. Donc, par contre, il y a le Celtics du Haut-Richelieu qui va joindre la Ligue. Il devait rejoindre depuis 2016, mais ça n'avait pas fonctionné à l'époque pour des raisons administratives. Donc, on se retrouve avec 8 équipes masculines. Donc, c'est Blainville, Celtics du Haut-Richelieu, Fabre-Rose, Longueuil, Monteuil, CS Mont-Royal, Outremont, ton équipe, dit, ouais. Saint-Hubert et FC Lanaudière. Donc, on est pas mal dans le grand Montréal, alors que là, on perd Gatineau et Québec, qui étaient quand même des villes éloignées. Gatineau et qui est dans la région de la capitale nationale à Ottawa, donc les fans pourront ni voir Ottawa ni le FC Gatineau l'année prochaine. Du côté féminin, eh bien, il y a, et comme j'ai dit, il y avait le Dynamo de Québec qui a cessé ses activités aussi. Il y a le CS Rive-Sud, non, le FC Select Rive-Sud a dissous son club pour laisser la place à 2 clubs régionaux qui sont le CS Longueuil et le CS Saint-Hubert. Et il y a Pierrefonds qui se joint. Donc maintenant, on est rendu à 7 équipes du côté féminin. C'est très intéressant. En tout cas, le soccer au Québec, oui, il y a des hauts et des bas, mais sauf qu'il est encore là, bel et bien présent. J'aimerais beaucoup te remercier, Tristan, d'être venu nous rejoindre pour cet épisode. Un épisode très, très, très chargé. Donc, avoir ton expertise nous a fait vraiment beaucoup de bien. Comment nos auditeurs peuvent te rejoindre sur les médias sociaux, sur Twitter? Je pense que c'est là que tu es le plus présent, n'est-ce pas? Oui, c'est plus sur Twitter, sur @Tristan Damours, TRISTANDAMOURS. C'est là que vous pouvez tout trouver, souvent en anglais, quelquefois en français. Et c'est un plaisir. On se fait ça n'importe quand. Exactement, on te recevra à nouveau très, très, très prochainement, j'espère. Puis Daniel, merci encore de partager ta passion du soccer canadien avec moi. En tout cas, c'est très agréable de faire les épisodes avec toi. Chaque semaine, je suis de plus en plus content d'avoir qu'on ait eu cette idée de lancer CS à l'érable.
Bien, je te remercie, Eddie, et je remercie également Tristan pour sa participation aujourd'hui. Tu nous as beaucoup aidé. J'aime bien le fait que toi, t'es impliqué pas mal dans les médias, donc tu as des infos que nous, on n'a pas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir et de discuter soccer canadien. C'est toujours agréable. Ça va me faire plaisir. Parfait, les amis. Ben, écoutez, merci à vous deux pour votre implication. Merci à vous, les auditeurs, de nous écouter et de toujours nous encourager. N'hésitez pas à parler de notre podcast, à partager notre podcast et bien évidemment à poser des questions et à nous encourager ou bien à nous donner des informations utiles. Bref, soyez là, soyez toujours là, proche de nous et à nous écouter. Merci encore et à la semaine prochaine.